10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Ce mercato est déjà très chaud, les amis. J'espère que vous allez tous super bien, trop content de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo. On n'est pas encore en été. L'été, c'est dans 10 jours. On a peut-être déjà pour autant le plus gros transfert, le plus gros move de cette période estivale. On a lancé la nouvelle saison, on a sonné le clairon de la nouvelle saison sur la chaîne hier avec cette première vidéo Mercato, mon avis sur Cherki à City. On parle de Thomas Frank de Brentford à Tottenham, le VRAC, cette nouvelle petite rubrique. On discute de plein de choses et c'est parti, c'est lancé. Il va y avoir beaucoup de vidéos sur les prochains jours. Merci d'être là. Ça va être un vrai kiff. Et donc, cette première grosse info, cet énorme mouvement, c'est ça. Fabrizio Romano l'a annoncé ce matin, hier soir, Florian Wirtz à Liverpool. Here we go. 150 millions bonus compris déboursés par les Reds pour attirer le prince de Pulheim. Il va arriver, c'est pas encore officiel, c'est pas encore parfaitement contractualisé. La fenêtre de transfert, la première fenêtre de transfert pré-Coupe du Monde du club, comme on en parlait hier, elle l'a fermée hier et elle réouvre. Le mercato, il réouvre le 16 juin. Donc il y a un petit moment, un petit laps de temps. On ne peut pas officiellement signer de joueurs, mais il y a un accord Wirtz-Liverpool depuis 2 semaines. Un accord de principe verbal a été trouvé donc entre Liverpool et le Bayer Leverkusen, selon Fabrizio Romano. Ça devrait je pense, 16-17 juin. On devrait avoir la visite médicale et la contractualisation définitive. Donc on va beaucoup parler de ça aujourd'hui. C'est un immense mouvement. Et on va parler dans la deuxième partie aussi de Kevin De Bruyne à Naples. Beaucoup de choses à dire là-dessus. Sur King Kevin, KDB, sur Naples aussi. Ça va être pas mal. Et ensuite, on discutera de 3 autres choses. Sénégal-Angleterre, foot de nation, Johan Garcia au Barça, un petit vrac en 3e partie. Mais donc, 2025-2026, on y est. Installez-vous bien. Grosse vidéo Florian Wirtz à Liverpool qui devient donc le transfert record de l'histoire des Reds. Largement devant Darwin Núñez et Virgil van Dijk qui est à 85. Szoboszlai 70, Alisson 62, Keita 60 et Luis Diaz 54. C'est les 6 transferts pour l'instant côté Liverpool qui étaient au-dessus de la barre des 50 millions. Il y en a un autre. Wirtz deviendra le transfert record de l'histoire de la Première Ligue. Pour l'instant, c'était Enzo Fernandez à Chelsea 121, Grealish à City 117, Rice, Caicedo, Lukaku, Pogba. Il y a eu 6 transferts en Première Ligue au-dessus des 100 millions, mais aucun de cette nature. C'est simple. À part Neymar et Mbappé à Paris, il n'y a rien au-dessus. Si c'est 140, même si c'est 140 sans les bonus, c'est au-dessus de Philippe Coutinho et ça deviendra le 3e transfert le plus onéreux de l'histoire de ce sport. Dans le top 5, il y a pas mal de flops. On dira ce qu'on veut de Neymar au Paris Saint-Germain, est-ce que ça a marché, oui ou non, mais on peut se mettre d'accord, je pense, sur le fait que Coutinho au Barça, même Ousmane Dembélé au Barça, les deux pour 270 millions, c'est bien cher payé. Félix à l'Atlético Madrid aussi pour quasiment 130. Il y a eu beaucoup d'échecs, donc est-ce qu'il y a un risque avec cet énorme mouvement de Florian Wirtz? Je vais dire 140 aujourd'hui, c'est déjà pas pareil que même 135 à l'époque. La masse financière de la Première Ligue, l'inflation, déjà macroéconomique tout court, mais même dans le circuit footballistique britannique, fait que pour moi, on n'est pas sur des montants aussi importants que l'était 135 en 2017. Liverpool d'ailleurs a été très peu dépensier l'année dernière quand je vois des comparaisons de ce type. 130 pour City, pour Reinders, Cherki, Aït-Nouri, 150 pour Florian Wirtz. Est-ce qu'un joueur en vaut véritablement 3? Bon, déjà, je pense que c'est oublié qu'il y a aussi Frimpong pour Liverpool, Mamardashvili qui arrive cette année, et qui est d'autres Milos Kerkez qui va peut-être revenir. On va parler un petit peu de la planification sportive de Liverpool, mais aussi c'est oublié le fait que City, sur les 6 derniers mois, ils sont quasiment à 350 millions de dépenses, avec de très bonnes prises. On en parlait dans la vidéo d'hier. Liverpool, l'année dernière, c'était 42 millions d'euros d'achat, seulement 42 millions. 42 millions de dépenses pour Liverpool. En gros, Mamardashvili à 30 et Chiesa à 12. C'était des 20 clubs de Première Ligue, la 20e somme. Liverpool était l'équipe qui avait dépensé le moins de toute la PL. Et je me souviens, l'idée à la fin de ce mercato estival, c'était waouh, première saison Klopp. Ils ont quasiment rien ajouté parce que même Mamardashvili à 30, il venait pas tout de suite, il était reprêté à Valence dans la foulée. Ça va être difficile cette année de transition. Bon, derrière, on a vu ce que ça donnait. Mais tout ça pour dire, Liverpool, c'est 150, c'est 140, 150 pour Wirtz. Ils peuvent se le permettre. Et je trouve pas ce prix inquiétant. La deuxième chose,
je crois que Wirtz est à la hauteur de ce montant. Il est un talent suprême qui mérite cette étiquette. Début d'année en 2024, 2025, on avait fait ce truc avec Stan, on a fait ce podcast, les 24 U24, les 24 meilleurs joueurs de moins de 24 ans, une exclusivité en podcast, et j'avais adoré ce sujet. Je l'avais mis 5e, Wirtz, de mon classement, juste sous Bellingham, Yamal, Pedri et Musiala. Et encore avec Musiala, ça avait été un long débat. Je pense qu'il y a 10 minutes sur juste ça. Comment les différencier, les départager, qui est légèrement au-dessus, etc. Franchement, c'est totalement entendable même d'inverser ses positions. Et je l'avais mis même à l'époque au-dessus de Cole Palmer, au-dessus de Bukayo Saka, 2 autres franchise players offensifs de Premier League. Justement, très intéressant. Et ouais, tout ça, de toute manière, ça se discute, c'est pas le plus important, mais juste pour dire, on est sur un méga talent, et il n'y a pas fallu attendre le 24-24 pour le découvrir. Les chiffres avancés sont spectaculaires. Il est un créateur élite. Ça fait beaucoup de verts, tout ça, ça fait beaucoup de verts. Ça, c'est en le comparant au milieu offensif ou aux ailiers. C'est encore pire si tu le compares aux avant-centres. Sur le volume de création, de dribble, de passe. Et puis après, juste le rectangle vert. Moi, je me souviens de ce but contre Fribourg, c'était l'année dernière, je crois. Ce slalom, comment tu transformes cette position excentrée, bord de la surface, sur une série de 3 dribbles, il revient sur son pied gauche et il termine entre 6 joueurs. Ça avait été un des buts de l'année en Bundesliga. Mais cette action, je crois, c'est peut-être celle qui m'a le plus choqué. Saison dernière, cette saison-là, qui vient de se finir, contre St. Pauli, l'enchaînement. Il est trouvé entre les lignes, son contrôle orienté est sublime. Ça, c'est la première touche. La deuxième, un petit pont en étant en mouvement, dans une forme d'espace, pas si petit espace, avec beaucoup de vitesse, petit pont, avec 1 mètre d'écart avec son vis-à-vis, et derrière il finit la 3e touche pour battre le gardien contre-pied. Incroyable mouvement. Et pour moi, si on simplifie à l'extrême, c'est quoi les 4 caractéristiques d'un joueur offensif ? Tirer, dribbler, passer, bouger, les appels dangereux. Florian Wirtz est élite dans ces 4 catégories. Et après, il y a 1000 sous-catégories par rapport à chaque catégorie. Mais je pense que tu peux évaluer chaque joueur offensif au prisme de ces 4 catégories. Il y en a qui sont très forts dans 2, moins bons dans une, moyen dans une autre. Wirtz est extraordinaire dans absolument les 4. Il est un vrai finisseur. Il a toutes les surfaces du pied. Il a la frappe extérieure de surface. Il a l'extérieur pour placer dans une petite zone. Il a la frappe enroulée quand il revient sur son pied droit. Il a tout et il a les 2 pieds. C'est un dribbleur phénoménal, c'est un passeur, il trouve des zones magnifiques en une touche, déviation comme ça, talonnade était extraordinaire. C'est un des meilleurs passeurs de la planète tout court. Il passe aussi quasiment 3 dribbles par match et il a un super sens de l'espace. Je veux dire, Wirtz, c'est un méga talent, c'est un méga crack. On n'a même pas parlé, mais il a quoi, 21 ans. Ouais, sacré joueur, sacré joueur. Et du coup, dans ce Liverpool d'Arne Slot, il peut évoluer un petit peu sur tout le front de l'attaque. J'imagine qu'il y a quelque chose à jouer, un duel qui va se dessiner avec Dominique Szoboszlai. On va voir, c'est intéressant parce que Szoboszlai, son apport sur la pression est énorme. C'est le joueur de Liverpool avec le plus de pression en Première Ligue en 2024-2025, d'assez loin, quasiment 100 ballons récupérés grâce à cette pression haute. McAllister encore plus efficace sur son nombre de pressions, lui aussi très très bon dans ce registre. Ça fait partie de l'identité de ce Liverpool-là. Florian Wirtz a un bon volume défensif, ouais, tacle, interception, ballon contré, dégagement et duel aérien remporté. Ça c'est plus sur duel aérien, sur jeu long, ça c'est pas son fort, et aussi sur corner, sur centre défensif, etc. Mais par contre l'activité défensive, la pression bien sûr dans le Leverkusen de Xabi Alonso, il est soluble dans ce système-là. Est-ce qu'il prendra directement la place de Dominique Szoboszlai, ou Arne Slot avait dit de Szoboszlai, c'est pas mal, mais il faut qu'il en fasse un petit peu plus. Il a été incroyable dans sa pression, mais par contre, ça c'était en septembre, ses chiffres doivent évoluer, doivent marquer plus de buts, donner plus de passes décisives. Quand tu es le 10, le milieu offensif de Liverpool, il faut avoir un meilleur rendement. Et ouais, ça c'était en septembre. Derrière, il y a eu un petit peu plus de chiffres. Mais peut-être que Wirtz arrive tout simplement pour prendre la place de Dominique Szoboszlai. Peut-être il peut jouer aussi un petit peu plus sur la gauche, demi-espace gauche, prendre la place de l'ailier gauche ici, encore plus si c'est un système avec Milos Kerkez
qui arrive effectivement et qui bombarde sur son flanc. Qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que Jota reste ici, Luis Diaz sur le banc ou vendu? Ou est-ce que Luis Diaz est réaxé comme attaquant central? Est-ce que ça peut être ça, par exemple? Le 3-2-5, ou en tout cas les 5 couloirs de Liverpool, avec Wirtz et Szoboszlai, les deux intégrés. Est-ce que Szoboszlai peut lui aussi descendre sur le banc et tu as deux latéraux qui sont très très hauts, Frimpong et Kerkez? Je sais pas, il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités avec Florian Wirtz. C'est ça qui rend aussi cette arrivée très très intéressante pour Liverpool. À la fin, je suis moins concerné en général par le fait de dessiner un 11, parce qu'on le voit, il y a de la matière offensive, et le but c'est d'avoir un contingent de 16, 17, 18 joueurs très très impactants, 19, pour aller jouer à toutes les compétitions que Liverpool va disputer cette saison, et essayer de conserver son titre en Première Ligue. Mais ouais, intéressant de voir aussi leur stratégie avec Wirtz. Ça fait partie de l'idée de renouvellement de cet effectif. Liverpool était le 5e club, la 5e équipe la plus âgée en moyenne d'âge cette saison en Première Ligue. Il n'y avait que Fulham, West Ham, Everton et Newcastle au-dessus, 27,2 ans de moyenne d'âge pour Liverpool. Avec l'arrivée de Florian Wirtz, un petit gamin de 21 ans, avec l'arrivée de Mamardashvili aussi, qui va peut-être disputer la place de numéro 1 à Alisson, même si Alisson, je pense, tient encore la corde. Mais bon, à un moment, il est pressenti pour être son successeur. Ça aussi, ça fait un vrai rajeunissement. Frimpong a que 24 ans. Milos Kerkez, 21. Là aussi, il va y avoir une place à disputer sans doute à Andy Robertson. Très intéressant. La moyenne d'âge va baisser. Cette équipe commence à se renouveler. Déjà, McAllister, Gravenberch, c'est assez jeune ici. Et ouais, on verra un petit peu la tournure que ça prend. Ce sera intéressant de voir dans quelle position exactement Wirtz est utilisé. Et il ajoute clairement quelque chose. Sur peut-être les points négatifs de ce transfert, qu'est-ce qu'on peut dire? Je me souviens de son match contre l'Atalanta, finale d'Europa League, où il avait un petit peu disparu. Bon, un petit peu comme tout le monde. Ça avait été très très difficile pour Leverkusen dans ce match. On attend encore peut-être, si on doit comparer à d'autres cracks élites du foot mondial, par exemple ceux que j'ai cités dans les 24 U24, quand je parle de Lamine Yamal, Bellingham, Pedri, Musiala, j'ai plus de matchs très 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 haut niveau référents pour eux. Musiala par exemple, le quart de finale contre l'Espagne, des gros matchs avec le Bayern, bon Pedri, il y en a pas mal. Lamine Yamal bien sûr en Champions, Jude Bellingham, match sensationnel et décisif avec le Real Madrid, etc. Peut-être que voilà, juste simplement Wirtz avec Leverkusen, un petit peu moins d'exposition et de matchs de très 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 haut niveau. Son match contre l'Espagne était pas mal en quart de finale d'Euro. Mais ouais, peut-être il lui manque quelques matchs référents pour être encore plus confiant, notamment sur le montant du transfert. Après, sa grosse blessure, son ligament croisé en 2021-2022, sur quasiment toute l'année civile 2022. Pour moi, c'est son rebond derrière. C'est même plus un point fort qu'un point faible. Il y a eu quand même un mois raté pour la blessure du ligament interne. Peut-être attention à ça. Mais je crois que il a rebondi physiquement très très fort, et peut-être que tout ça est totalement derrière lui et qu'il n'y a même pas de déséquilibre haute jambe, etc. Bon. Ça, c'est peut-être plus même un point positif qu'un point négatif. Dans l'ensemble, on a un super talent, c'est un incroyable joueur. Ouais. Vraiment un gars absolument élite que Liverpool vient de prendre, et pour moi, le montant du transfert, il est là. Une superstar méga crack qui a choisi Liverpool. C'était sa préférence. Il a été contacté par City, par le Bayern, mais il a choisi Anfield et il a choisi Liverpool. Pour moi, c'est aussi un symbole de l'évolution de ce club. Les Reds se sont véritablement remis sur la carte du foot mondial. Les titans du foot mondial, la grande carte du mercato. Sur cette grande carte, Liverpool est devenu une destination finale. Il n'y a pas beaucoup d'autres clubs qui sont dans cette catégorie. Donc, un vrai symbole de la progression de Liverpool, le fait d'avoir attiré comme ça Florian Wirtz. Il y a peut-être un petit sur du coup la formation des Reds. Harvey Elliott peut-être pourrait partir. Il y a pas mal de retours de prêt. L'Athletic a fait un article. Bajcetic par exemple, quid de son avenir, quelques autres aussi. Cette stratégie maintenant d'investir assez fortement sur le marché des transferts en ayant économisé son argent saison dernière, et là à mettre peut-être 200-250 millions cet été.
Peut-être que ça va conduire au départ de certains jeunes qui pourraient avoir du temps de jeu, etc. Même typiquement Frimpong, son arrivée. On verra d'ailleurs si c'est dans un rôle un peu de remplacement de Mo Salah sur certains matchs, quel sera véritablement son rôle. Est-ce que Connor Bradley va perdre significativement du temps de jeu ou simplement pas avoir la possibilité de devenir un 1 après le départ de Trent Alexander-Arnold? Mais ça aussi, ouais, pour Bradley, peut-être ça montre que Liverpool investit et la jeunesse qu'ils ont formée, leur jeunesse passe peut-être un petit peu plus au second plan. On verra, il y aura du temps de jeu pour beaucoup de monde. City, je crois, fait plutôt un bon prêt cette deuxième moitié de saison à Las Palmas. Et il y aura beaucoup de compétitions à jouer, on le sait, comme toujours à Liverpool. Donc à voir. Mais dans l'ensemble, ouais, super move pour les Reds. Je crois que pour Leverkusen, en revanche, perdre Xabi Alonso, Wirtz, Frimpong sur le même été, maintenant avec l'arrivée d'Eric Ten Hag, il va peut-être y avoir une saison de transition difficile pour eux. Mais ce que je dois dire, c'est que la Première Ligue, par contre, vraie folie. Incroyable Première Ligue. Si on regarde les 6 équipes qui se sont qualifiées en Champions, le top 5 là, Liverpool, Arsenal, City, Chelsea, Newcastle et Tottenham, donc en remportant l'Europa League. City par exemple, c'est le City de Reinders, de Cherki, d'Ait Nouri, de Marmouche. Ils viennent de dépenser 350 millions d'euros en 6 mois. Ils sont de retour. Liverpool, champion en titre. Ils vont essayer de faire le doublé. Ils ont maintenant Wirtz, Frimpong, Kerkez, Mamardashvili. Pas mal. Wirtz d'ailleurs qui, l'autre jour, si on doit parler de tension en Première Ligue, c'est embrouillé avec Bernardo Silva, avec Ruben Dias, Bruno Fernandes. Peut-être des rivalités, des derbys un peu explosifs à venir du côté du nord de l'Angleterre, de Manchester. Mais voilà, ça c'est la situation de Liverpool, qui est aussi en train d'investir très très gros. Qu'est-ce qu'on a à Chelsea, dont on a parlé, avec les petits jeunes, une équipe Champions maintenant, c'est petits, notamment les petits Sud-Américains, on va voir Esteban notamment. Intéressant, le Newcastle d'Isak, attention, qui va être dangereux. Et maintenant, on attend simplement du gros mouvement à Arsenal. Je pense que Arteta a fait des déclarations importantes. Maintenant, on attend. Eux, ils prennent un peu plus leur temps, mais ils doivent faire quelque chose. J'imagine qu'il y aura de grosses recrues offensives. Donc ce top 5, vraiment, il est effrayant. Après, il y a la classe moyenne grandissante entre 6e, 5e et 11e. Tout ce beau monde était en Championship sur les 6-7 dernières années, mais ils sont tous dangereux. Brentford, Bournemouth, Brighton, Forest, Villa. Et Tottenham, donc, le Tottenham de Thomas Frank. Pour moi, un très très bon choix, très bonne nomination. Et qui a des joueurs intéressants. Ça va juste faire une Première Ligue, je pense, peut-être encore plus folle que d'habitude. Et l'arrivée de Florian Wirtz, un méga talent, un méga crack, un top mondial. Dans ce championnat, c'est pas pour me déplaire. Alors, on a une autre méga star qui fait le trajet inverse, qui quitte la Première Ligue. Kevin De Bruyne, c'est officiel, va rejoindre Naples. Fabrizio Romano l'a annoncé aussi ce matin. Here we go. Une situation contractuelle, c'est 2 ans garantis plus 1 année supplémentaire en option. La visite médicale devrait suivre, donc j'imagine sur les prochains jours. Il était libre, fin de contrat du côté de Manchester City. La première chose que j'ai envie de dire sur le départ de Kevin De Bruyne à Naples, c'est que c'est un véritable moment d'histoire. La Première Ligue perd un des plus grands joueurs de son histoire. J'ai vu que City, sur leur chaîne YouTube, ils ont fait une vidéo, le plus grand joueur de l'histoire de l'APL. Ok, ils sont un peu biaisés, mais il est dans la discussion. Clairement, il est dans la discussion. Regardez un classement subjectif qui met Henry, Rooney, Shearer, Salah, Giggs, Ronaldo, De Bruyne à la 7e place, Cantona, Gerrard, Scholes, Lampard. On peut en ajouter quelques autres, Drogba par exemple. Mais ouais, franchement, le King Kevin, avec ses 6 premières ligues, il est dans la conversation. Élu 2 fois joueur de la saison en Angleterre en Première Ligue, il est dans la conversation. C'est le 2e joueur le plus capé de l'histoire moderne de Manchester City. Si on regarde joueurs qui sont nés après les années 50, il n'y a que David Silva qui a eu plus de matchs, qui a joué plus de matchs que lui à City. C'est le 2e joueur avec le plus de passes décisives de l'histoire, 119, et que Ryan Giggs qui est au-dessus, bien au-dessus, 162. Je ne sais pas si quelqu'un va le rattraper de sitôt. Et c'est une saison à 20 passes D pour Kevin De Bruyne en 2019-2020, ce qui est le record absolu de Première Ligue. Pendant un temps, De Bruyne, ça a été le meilleur milieu avancé du monde, et ça a été même pendant 10 ans.
systématiquement top 10, top 5 des meilleurs joueurs de la planète. C'est un immense joueur, une légende, un morceau d'histoire qui quitte la Première Ligue. Et King Kevin quitte l'Angleterre. La deuxième question qui m'intéresse, le deuxième axe, c'est ok, on a dit tout ça, maintenant, qu'est-ce qu'il peut encore apporter? Est-ce qu'il va véritablement améliorer Naples? Et il aura 34 ans à la fin du mois, fin juin. Il commence à les faire un petit peu. Sur les 2 dernières saisons, il y a eu quand même 2 grosses blessures à l'ischio. Et ici, entre septembre et octobre, même ça a été un petit peu plus long que ça, parce que le temps qu'il revienne titulaire, c'était mi-décembre, je crois. Donc 3 mois quasiment sans être véritablement sur pied. Ça fait que pour De Bruyne, il y a seulement 19 titularisations en Première Ligue cette saison. Il a été seulement le 12e joueur le plus utilisé par Pep Guardiola. C'était par exemple 4e en 2022-2023, la très grosse saison de Manchester City. Donc c'est pas tout à fait le même joueur qu'avant, à 34 ans. Et la question, elle est véritablement physique pour Kevin De Bruyne. Parce que le reste, sur la qualité intrinsèque, je veux dire, même un De Bruyne immobile qui juste reste campé dans son demi-espace droit, il va pouvoir continuer à créer du danger pendant encore pas mal de temps, je pense. Ça me fait me poser la question, quel sera son rôle tactique à Manchester City? Pour l'instant, j'ai imaginé plutôt ça, parce que Zambo Anguissa pourrait partir. Il est en fin de contrat 2025, on va voir ce qui arrive de son côté. Donc peut-être simplement un remplacement numérique, Zambo out, KDB in, et donc McTominay, Lukaku en pointe, Politano, Raspadori sur les côtés, comme c'était le cas un petit peu en fin de saison. Il y a aussi David Neres qui peut jouer, qui est 4e ou 5e plus gros salaire du club. Et Lobotka derrière, en milieu reculé. Lobotka, j'ai l'impression, pourrait aussi partir. Il y a quelques rumeurs. Est-ce qu'on pourrait avoir à un moment donné un De Bruyne reculé en mode Regista, Pirlo de la Juve, fin de carrière, etc. Ce serait peut-être dommage de se priver de sa qualité dans les 30 derniers mètres, là où il excelle. Les passes décisives, les frappes extérieures de surface, l'apport même dans la surface en elle-même. Donc je sais pas, mais peut-être si on parle d'un De Bruyne 35, 36, 37 ans, etc., peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça. J'ai vu aussi que Naples veut faire Younous Moussa. Peut-être que ça, justement, ce serait un joueur très complémentaire de Kevin De Bruyne sur le profil athlétique, la répétition des efforts, les courses de Younous Moussa, moins de qualité dernier tir, de qualité technique que De Bruyne, mais 12 ans de moins et des jambes de feu. Peut-être que ça pourrait être une bonne manière de compléter ça. Ce que je vais dire juste avec ça, c'est attention à Naples. Champion d'Italie en titre, Conte est resté. L'association De Bruyne-Lukaku, elle donne envie d'être suivie. On le voit, c'est un 11 assez âgé. Rahmani, Di Lorenzo, Lobotka, Lukaku, Politano, De Bruyne, tous 30 ans ou plus. Même Meret, 28. Buongiorno, malheureusement, beaucoup blessé sur cette saison. Donc, c'était un petit peu Oliveira, défenseur central gauche, et Spinazzola à gauche. Spinazzola, pareil, aussi assez âgé. Ce que j'ai, voilà, exactement. C'était comme ça un peu sur la fin de saison. David Neres, c'est 28. Giovanni Simeone, s'il reste, c'est 29. Il y a Billy Gilmour, peut-être, qui pourrait avoir du temps de jeu aussi au milieu de terrain. Mais dur à dire exactement à quoi ça ressemblera, on verra. Mais l'idée de voir De Bruyne avec Scott McTominay, le MVP de la saison, avec Romelu Lukaku sous Antonio Conte, c'est très très intéressant. Et bien sûr, c'est un move qui est absolument énorme pour la Serie A. J'ai vu que Modric pourrait rejoindre l'AC Milan. Et en plus de Modric, Granit Xhaka sur le radar de Milan, ce qui serait encore un coup dur pour les Leverkusen. Mais tout ça continue à établir davantage la Serie A comme le championnat des trentenaires, quasiment quarantenaires pour Luka Modric s'il arrive effectivement, mais des méga gros joueurs dont le prime est légèrement derrière eux. Et je dis pas ça de manière négative, mais juste une trajectoire commence à se dessiner. Tu commences ta carrière dans une ligue des talents, ça peut être la Ligue 1, ça peut être Portugal, Belgique, Pays-Bas, etc. Si tout se passe bien, le prime, il est en Angleterre ou en Espagne ou quoi, et sur la fin de saison, sur la fin de carrière, c'est pas une pré-retraite parce que le niveau compétitif est très très élevé, c'est un des championnats les plus kiffants à suivre, mais ouais, tempo peut-être légèrement plus lent, salaire légèrement plus bas,
contrat un petit peu plus court, valorisation de l'âge, de l'expérience, entraîneur de top niveau aussi. Si certains sont intéressés par commencer à se projeter un petit peu sur leur carrière de coach, et je pense que pour De Bruyne, qui a passé son diplôme UFAA, qui a régulièrement parlé de son envie de réfléchir à une carrière d'entraîneur en ayant travaillé avec Pep notamment, et pour lui, je sais pas, travailler avec Conte, ça peut être pas mal. Donc ouais, je pense très très bon move pour De Bruyne. Il a encore des choses à apporter, il faut qu'il reste fit physiquement, pas trop de blessures. Mais ça peut être hyper intéressant dans ce Napoli-là. Et il y a un triangle McTominay, De Bruyne, Lukaku que j'aurais pas pensé voir de sitôt. Ils sont forts la première ligue, un peu la Belgique aussi, mais qu'on va voir donc en Serie A du côté de Naples. Le vrac, on termine avec le vrac. Et d'abord, Sénégal-Angleterre, c'était hier soir, c'était à Nottingham. Victoire 3-1 des Lions de la Teranga contre les 3 Lions. 22 matchs consécutifs sans défaite pour le Sénégal. Deuxième victoire de prestige en amical, si on compte celle du Brésil contre le Brésil en 2023. Là, avoir battu l'Angleterre, je crois que c'est la première fois que l'Angleterre perdait contre un pays africain, au moins à la maison, mais peut-être même tout court. Donc ouais, deuxième grand moment en match amical pour le Sénégal, et juste une équipe, comme on dit, 22 matchs consécutifs sans défaite. Ce 11 contre l'Angleterre, les présences de la nouvelle génération, Lamine Camara, Habib Diarra, je parle même pas des Iliman Ndiaye, Ismail Assar, Nico Jackson qu'on connaît bien, mais joue aussi à gauche. Vous avez El Hadji Malick Diouf, on en avait parlé parce qu'on l'avait vu dans un rapport du CUS sur les joueurs en dehors des 5 championnats majeurs les plus prêts à passer le next step. Très très intéressant du côté du Slavia Prague, on a parlé avec Stan aussi. Très cool de le voir titulaire, je crois que c'est sa 4e titularisation en tant que défenseur gauche au Sénégal. Ça a l'air de bien marcher pour lui. Maintenant, peut-être attention pour le Sénégal, j'ai vu de l'inconstance. Ce match nul, on avait parlé aussi à l'époque, avant qu'il joue contre le Soudan, parce qu'il se tire la bourre dans le groupe de qualification pour la Coupe du Monde. 0-0 contre le Soudan des Sénégalais. Un match nul contre l'Irlande aussi. Très fort contre les gros. Peuvent passer un petit peu à travers contre les plus petits. Pareil pour le Libéria, là peut-être, même si je sais pas si c'était l'équipe type. Mais en tout cas, Soudan. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de grosses échéances pour le Sénégal, et notamment la prochaine trêve internationale, c'est Soudan et Congo, RDC. La RDC est première du groupe B avec 13 points. Le Soudan est deuxième à égalité avec le Sénégal avec 12 points. C'est très très chaud en tête de ce groupe B. Seul le premier est qualifié directement pour la Coupe du Monde. Et le deuxième doit passer par un tour de barrage s'il fait partie des meilleurs deuxièmes. Le troisième, c'est out. Même le deuxième, doit faire partie des meilleurs deuxièmes. Et ça, c'est pas garanti non plus. Donc, tout ça pour dire, le Sénégal, victoire de prestige. Mais le plus important, là, c'est en septembre, avec 2 immenses matchs qui arrivent pour eux. Et ce sera très, très intéressant à suivre début septembre. Pour l'Angleterre, ce qu'on peut dire, il y a eu une belle performance d'Edze. J'ai vu ce geste notamment. Et un deuxième aussi, le but qui vient d'une pression de sa part, le premier but. Mais wow, quel geste là, la créativité axiale qu'il a amené. Ça a l'air d'avoir plutôt pas mal marché. Mais bon, c'est quand même une défaite importante. Tourelle, du coup, déjà un petit peu sous pression. Je crois la victoire contre Andorre n'était pas phénoménale, même s'ils sont en bonne position dans leur groupe de qualif Coupe du Monde. Ça aussi, l'Angleterre, ça va être intéressant à suivre. Il n'est pas le seul ex-coach de Chelsea et du Paris Saint-Germain, désormais sélectionneur, qui est sous pression, parce que Pochettino, du côté des États-Unis, qui ont perdu 4-0 contre la Suisse, avec aucun tir cadré, ils perdaient 4-0 à la 35e, ils sont fait véritablement humilier chez eux à Nashville. C'est difficile pour les States. La Gold Cup démarre dans quelques jours pour eux, et leur Coupe du Monde, bien sûr, dans 1 an. Ils sont pas du tout au niveau. À voir ce que ça donnera. Par contre, la Suisse, dans la foulée de son bon Euro, même si la Nations League a été moins bonne, sur l'Euro, c'était très très intéressant. Ouais, grosse victoire pour eux. Ce que je veux dire aussi, Johan Garcia au Barça, c'est fait. Un nouveau gardien pour le Barça. En tout cas, le Here We Go de Fabrizio Romano, je crois que c'est officiel tout à fait. La clause libératoire de 25 devrait être payée dans les prochains jours, peut-être semaine prochaine, mais les contrats sont prêts. Le Here We Go est donné. Johan Garcia, c'était le gardien numéro 1 de Liga saison dernière en PSXG, donc excellent sur sa ligne avec l'Espagnol Barcelone. Et peut-être très intéressant aussi, il était 91e centile en pourcentage de centres arrêtés. Donc une vraie présence dans sa surface de réparation, une vraie présence aérienne.
Ça, je pense, c'est un très très bon point pour ce Barça. En revanche, moins d'actions défensives, peut-être simplement dû au système de l'Espagnol Barcelone. Faudra voir si c'est le cas, parce que pour le Barça, par contre, très très important avec la ligne haute qui tienne, mais il n'y a pas beaucoup d'actions défensives en dehors de la surface. Pas vraiment, il n'a pas vraiment montré de faculté de gardien libéraux pour l'instant. Et ouais, ça c'est les moments où Szczesny, par exemple, sortait pour colmater le dos de la ligne. C'était pas mal. Les moments où il se ratait, c'était méga dangereux. Pour Ter Stegen, c'est du coup un vrai désaveu si Johan Garcia arrive effectivement, mais ça m'a l'air d'être une bonne prise pour les hommes d'Hansi Flick. Un petit follow-up du côté de Chelsea. Mathis Amougou et Kendry Páez vont filer à Strasbourg. Incroyable. Kendry Páez, moi je vous en ai parlé dans la vidéo que j'ai fait l'autre jour sur Chelsea. Je pense que c'est un top talent. Je le trouve déjà très intéressant et j'ai hâte de voir ça en Ligue 1 la saison prochaine. Mathis Amougou, je ne sais pas si c'est transfert ou simplement prêt sans option d'achat, mais bien sûr, Strasbourg qui continue de jouer son rôle dans la stratégie de Chelsea, mais on pourrait voir de beaux talents en Ligue 1. On a quoi? Sané à Galatasaray. Ça devrait se faire. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde et notamment pour le Bayern qui va avoir la possibilité de faire une grosse recrue sur son aile gauche. T'as Olysée à droite, Moussiala dans l'axe, Kane en pointe et maintenant à gauche, j'ai entendu parler à une époque de Rafael Leao, de Rodrigo. Il y a un Barcola. Je sais pas qui ce sera, mais il y a un vrai gros coup à faire. C'est un des mouvements les plus importants pour moi de l'été. Qui deviendra l'ailier gauche du Bayern? Parce qu'ils peuvent faire un quatuor offensif redoutable. En tout cas, Sané va laisser sa place. Alors qu'à un moment, on parlait beaucoup de prolongation. Bonne nouvelle si ça se confirme pour moi, pour le Bayern. J'ai pas l'image, mais j'ai vu aussi Martin Baturina à Como. On a parlé un petit peu de Baturina au moment de retour. Ça pourrait vouloir dire que Nico Pass est véritablement sur le départ, qu'il ne serait même pas reprêté ou quoi à Como. On verra comment ce Como de Fabregas évolue, mais intéressant. Et un petit truc supplémentaire, Luis Castro, parce qu'on en parlait en début d'année dans les entraîneurs à suivre, lui avec Dunkerque, en train de faire, qui faisait sa bonne saison. Un accord trouvé avec Dunkerque et il va devenir le coach de Nantes. Donc Luis Castro, effectivement, un gars à suivre. Voilà pour ce gros vrac. Ça, c'était Johan Garcia. J'espère que ça vous a plu. Wirtz, De Bruyne et tout le reste. Demain, je pense, on fait un petit truc, soit demain, soit après-demain, un petit truc sur la Coupe du Monde des clubs pour que je vous dise un petit peu mon avis dessus, faire un petit topo dessus. À quoi ça pourrait ressembler, qu'est-ce qu'il faut suivre, s'il faut suivre quelque chose en cette compétition. Et bien sûr, on va continuer de décrypter tous les mouvements importants de l'été, faire un peu de mercato idéal, de projection, de planification sportive, etc. Ça va être un gros été. Bon, merci d'avoir été là. J'espère que vous passez une excellente journée, une excellente soirée. On se dit à très vite. Prenez soin de vous. Bisous.